L'odeur d'humidité s'accrochait au mur de la maison, comme un voile invisible qui ne se dissipait jamais. Le papier peint, autrefois éclatant, s'était fané avec les années, jusqu'à devenir une mosaïque de fleurs éteintes. Margaret Whitmore, assise au bord de son lit, fixait ce motif répété des centaines de fois devant ses yeux fatigués. Chaque pétale semblait porter le poids de ses propres souffrances, comme si la chambre elle-même retenait les secrets de ses larmes. La nuit avait été longue, ponctuée de sanglots étouffés qu'elle avait dû calmer pour ne pas réveiller ses enfants. Ce matin-là, rien ne distinguait vraiment cette journée des précédentes. Pourtant, Margaret sentait au plus profond de son corps cette tension familière, cette peur sourde qui accompagnait le bruit de pas lourds descendant l'escalier. Son mari, maître de la maison, maître de son existence, décidait de chaque geste, de chaque silence. Dans l'Angleterre victorienne, ce n'était pas une anomalie, mais une règle. Le mariage n'était pas un contrat d'amour, c'était un contrat de possession. Et Margaret, comme tant d'autres femmes de son époque, n'était pas une épouse au sens romantique du terme. Elle était une propriété. Dans ces foyers figés par les conventions sociales, la voix des femmes haines était qu'un murmure perdu dans le fracas des lois et des traditions. Le simple fait de contester une décision masculine suffisait à déclencher un torrent de reproches, parfois de coups. Les pleurs d'une épouse étaient perçus comme des caprices, son désespoir comme une faiblesse, sa résistance comme une rébellion immorale. Ainsi, jour après jour, des milliers de femmes se réveillaient avec la même résignation que Margaret. Enfiler un corset serré, sourire en silence, dissimuler les bleus sous les manches longues, et efforcer apaiser un mari qui avait pas besoin de justification pour imposer sa colère. Dehors, la ville de Manchester grondait sous le souffle de la révolution industrielle. Les machines des usines crachaient fumée et chaleur. Les rues grouillaient de travailleurs harassés, et l'air vibrait au rythme des marteaux et des locomotives. Le progrès semblait transformer le monde à une vitesse folle. Mais à l'intérieur des maisons, derrière les rideaux lourds, les femmes restaient prisonnières d'un autre temps. Leur vie s'écoulait au rythme des grossesses forcées, des berceaux trop vite remplis, des repas préparés pour des maris indifférents, et des prières silencieuses pour que la douleur cesse. On aimait dire que la femme victorienne représentait l'ange du foyer, pure, douce, entièrement dévouée à sa famille. Mais cette image idéalisée cachait une réalité beaucoup plus sombre. Cet ange n'avait pas d'aile. Elle portait des chaînes invisibles. Les sermons des églises, les discours des médecins, les jugements des tribunaux, tout conspirait pour maintenir les femmes à genoux. Leur corps appartenait à leurs époux. Leurs biens, quand elles en avaient, disparaissaient dans les poches des hommes. Et si elles tentaient de fuir une union malheureuse, la loi les ramenait implacablement à la maison, comme du bétail perdu. Margaret repensait souvent au jour de son mariage. Elle n'était qu'une jeune fille, intimidée par l'éclat des bougies et le poids de la robe blanche. On lui avait dit que ce jour serait le plus beau de sa vie. Mais dès que les portes de l'église s'étaient refermées, elle avait compris. Il n'y aurait pas de liberté, pas de choix, pas de retour en arrière. Son existence avait été absorbée par celle de son mari, comme une bougie qui s'éteint au profit d'une flamme plus grande. Les femmes n'étaient pas seulement soumises par les lois, elles l'étaient aussi par les discours dits scientifiques. Les médecins de l'époque affirmaient que les femmes étaient fragiles par nature, incapables de supporter un travail intellectuel sans mettre en péril leur utérus. On disait qu'une femme instruite risquait de devenir stérile, voire folle. Ces affirmations, présentées comme des vérités médicales, n'étaient que des instruments pour maintenir les femmes loin de l'éducation et des carrières. Margaret avait entendu ces discours des dizaines de fois, prononcés avec gravité par des hommes en costume qui n'avaient jamais ressenti la douleur un accouchement ni connu la terreur un mariage sans issue. Et pourtant, malgré la lourde chape d'oppression, des fissures commençaient à apparaître dans ce mur de silence. Dans les salons discrets, dans les lettres échangées en secret, des femmes partageaient leurs histoires. Elles parlaient de leurs blessures, de leurs humiliations, de leurs rêves brisés. C'était dangereux, car chaque mot pouvait être retourné contre elles. Mais était aussi vital.
CR était la preuve que LN n'était pas seul. La guerre civile en Amérique, la guerre de Crimée en Europe avait ouvert des brèches dans cet ordre immuable. Les hommes partis au front avaient laissé derrière eux des vides que les femmes avaient dû combler. Elles étaient devenues infirmières, enseignantes, organisatrices. Pour la première fois, elles avaient senti la puissance de leurs compétences, la valeur de leur travail. Ces expériences étaient comme une étincelle dans l'obscurité, un rappel qu'elles pouvaient exister autrement que dans les ombres de leur mari. Puis vinrent les grands magasins, véritables cathédrales du commerce. Là, les femmes pouvaient déambuler, regarder, comparer, parler entre elles. Ce qui n'a été que pas qu'une activité mondaine, le shopping, se transformait peu à peu en un prétexte pour sortir de la maison, pour respirer un autre air, pour partager des confidences dans les salons de thé intégrés. Ces lieux devinrent des refuges discrets, où la conversation s'élargissait, où les premières graines de révolte se semaient autour d'une tasse fumante. La figure de la femme nouvelle, des années 1880, venait cristalliser cette transformation. Elle étudiait, travaillait, osait écrire, parler en public, militer. Elle rejetait le culte de la domesticité et réclamait une égalité véritable. Mais cette audace attirait la haine. On disait que ces femmes n'étaient plus féminines, qu'elles étaient monstrueuses, que leurs ambitions allaient contre la nature. La médecine, encore une fois, fut mobilisée pour les discréditer. On affirma que trop d'efforts intellectuels asséchèrent leur corps, que leur utérus rétrécissait, qu'elles devenaient des caricatures masculines. Et pourtant, rien n'arrêtait le mouvement. Dans les rues, une nouvelle invention allait incarner cette quête de liberté. La bicyclette. Cet objet, si banal pour nous aujourd'hui, fut un véritable tremblement de terre. Pour la première fois, une femme pouvait parcourir des kilomètres sans escorte masculine, explorer, s'échapper, sentir le vent fouetter son visage. La bicyclette devint un symbole de libération. Les conservateurs y virent une menace. Une femme en selle, chevauchant avec assurance, défiait l'image de la douceur fragile qu'on lui imposait. Certains allaient jusqu'à dire que le vélo compromettait leur moralité et leur pudeur. Mais pour beaucoup, il signifiait un pas de plus vers l'indépendance. Pendant ce temps, invention de la machine à écrire et essor des bureaux, ouvraient des emplois aux femmes. Mais là encore, l'inégalité restait criante. Les secrétaires étaient nombreuses, efficaces, mais toujours cantonnées aux tâches subalternes. Elles tapaient les mots des hommes, sans jamais pouvoir signer de leur propre nom. L'image de la secrétaire dévouée n'était qu'une nouvelle prison. Un rappel que même dans le monde moderne, les femmes devaient rester à la place qu'on leur assignait. Les usines de textile, elles, regorgeaient de jeunes femmes pliées sous des horaires interminables. Leurs doigts habiles cousaient les robes raffinées que portaient les dames de la haute société. Mais jamais elles n'auraient pu se payer ne serait-ce que un ruban issu de leur propre travail. Les ateliers étaient sombres, étouffants, parfois mortels. Chaque couture représentait un peu plus de sueur, de vie gaspillée, pour embellir une autre. Et pourtant, malgré l'injustice, malgré la souffrance, la résistance grandissait. Lentement, comme une rivière souterraine qui cherche son chemin, les voix s'unissaient. Les premières campagnes pour le droit des femmes, pour la réforme des lois du mariage, pour la possibilité de posséder leurs propres biens, commençaient à émerger. Les actes législatifs de 1870 et 1882 donnaient enfin un semblant de contrôle aux épouses sur leurs propres revenus. Mais ces victoires étaient maigres, constamment sabotées par des juges conservateurs et par la pression sociale. Le vrai combat restait à venir, celui du suffrage, le droit de vote. Et ce combat allait bientôt secouer l'Empire entier. La nuit semblait ne jamais finir. Chaque heure s'étirait comme une éternité, marquée seulement par le battement irrégulier un cœur qui ne savait plus est-ce. Il devait espérer ou se résigner. Dans l'obscurité, les silhouettes se confondaient, et les esprits erraient entre lucidité et délire. On murmurait des prières, on échangeait des regards pleins de terreur, comme si chacun voyait déjà dans l'autre son propre reflet condamné. Le moindre bruit, une clé qui grince, un pas trop lourd, résonnait comme l'annonce d'un verdict.
Et quand enfin le silence retombait, il pesait plus lourd que n'importe quel cri. Le matin arrivait sans douceur. Pas de chant d'oiseaux, pas de rayons dorés. Juste un ciel blafard, comme lavé de toutes couleurs, indifférent aux souffrances des hommes. Les bourreaux, eux, ne connaissaient ni fatigue ni pitié. Ils accomplissaient leur tâche avec une précision mécanique, répétant des gestes 1000 fois appris, comme si chaque vie ôtée n'était qu'une formalité dans une longue liste. Leurs yeux étaient secs, leurs mains fermes, et dans leur silence régnait une cruauté plus effrayante que les insultes. Les condamnés étaient menés un à un, chaque pas résonnant dans les couloirs comme un glas. Certains avançaient la tête haute, défiant jusqu'au bout ceux qui les avaient trahis. D'autres, brisés, trébuchaient, soutenus presque de force par des gardes qui ne leur laissaient même pas l'honneur de tomber seuls. Dans la cour, l'air était chargé d'une odeur métallique, comme si le sol lui-même avait bu trop de sang pour jamais redevenir pur. Les pierres, tachées d'un rouge sombre, semblaient absorber les cris, les prières, les derniers mots arrachés au vent. Il y avait ce silence étrange juste avant l'exécution. Un silence qui n'était pas naturel, mais imposé par la peur. Même la foule, pourtant avide de spectacle, retenait son souffle. Chacun savait qu'il était témoin d'un instant irréversible. Et quand la lame tombait, quand le souffle s'éteignait, ce n'était pas seulement une vie qui disparaissait, mais une part de l'humanité de tous ceux qui regardaient. Un vide s'installait, vite comblé par les acclamations ou les murmures, comme pour effacer le malaise de cette frontière trop fragile entre la vie et la mort. Et pourtant, malgré la brutalité, il restait des éclairs d'humanité, des regards échangés en secret, des mots murmurés à la hâte, des gestes minuscules de tendresse ou de courage, une main serrée, une larme essuyée du bout des doigts, un sourire fragile au milieu du désespoir. Ces instants fugaces brillaient comme des braises dans l'obscurité, rappelant que même dans les heures les plus sombres, l'âme humaine cherchait encore à résister. C'était cette résistance silencieuse qui donnait aux bourreaux leur vraie victoire ou leur vraie défaite, car ils pouvaient briser les corps, mais jamais complètement les esprits. Avec le temps, la mémoire de ces scènes se transforma. Les récits circulèrent, amplifiés, déformés, mais toujours empreints d'une intensité brûlante. Certains parlaient de fantômes revenant hanter les murs, de voix chuchotant la nuit dans les couloirs déserts. D'autres racontaient les derniers mots des condamnés comme des prophéties, des malédictions lancées à ceux qui avaient trahi. Chaque pierre, chaque ombre, semblait devenir un témoin silencieux. Un livre ouvert où S inscrivait les pages les plus sombres d'une histoire que personne ne pouvait effacer. Pourtant, malgré la terreur, il y avait toujours une fascination irrésistible. Comme si l'horreur elle-même attirait les regards, comme un abîme dans lequel chacun se penchait, incapable de détourner les yeux. Les générations suivantes vinrent marcher sur ces lieux, cherchant à ressentir, à comprendre. Ils voulaient toucher les murs, respirer l'air lourd, entendre l'écho des cris disparus. Et chaque visite les marquait, leur rappelant que sous les habits de gloire et de pouvoir, il n'y avait que des hommes, fragiles et faillibles, capables du pire comme du meilleur. L'histoire, pourtant, ne retint pas seulement les noms des puissants ou des bourreaux. Elle retint aussi ceux des victimes, de ceux qui avaient résisté, même dans le silence. Car ce n'est pas toujours la force qui grave les souvenirs, mais le courage dans la défaite, la dignité face à l'injustice. Ces voix étouffées trouvèrent des échos dans les générations futures, rappelant à chacun que la terreur ne triomphe jamais totalement. La mémoire devient une arme, plus tranchante que la lame qui avait fauché tant de vies. Et ainsi, à chaque époque, la même question revenait. Qu'est-ce qui pousse des hommes à en asservir d'autres, à croire que la peur peut écraser la liberté? Était-ce la soif de pouvoir, la paranoïa, ou simplement la fragilité de ceux qui, craignant de perdre leur trône, transformaient le monde en un théâtre de sang? Peu importait la réponse. Les leçons restaient gravées dans la chair de l'histoire. Et ces leçons, même couvertes de poussière et de silence, attendaient toujours d'être entendues. Aujourd'hui encore, en évoquant ces heures sombres, un frisson parcourt l'échine. Car au fond, nous savons que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Les murs murmurent encore, les ombres s'étirent, et les échos des cris ne se sont jamais tout à fait éteints.
honteux est ce qui rend ces récits si troublants. Ils ne sont pas seulement des souvenirs un passé lointain, mais des avertissements, des reflets de ce que l'homme peut redevenir si l'oubli triomphe. Voilà pourquoi nous continuons à raconter, à écouter, à frissonner, parce que dans chaque mot, dans chaque silence, c'est un morceau de notre humanité qui se joue.